D'abord, il faut partir d'une idée simple, mais qui n'est pas toujours mise en évidence, qui me paraît très importante pour comprendre les relations internationales, c'est que la polarité ou la polarisation du système international n'est pas une nécessité. Je dirais que c'est même une exception. Le système international a été polarisé à partir de 1947, il ne l'était pas avant. Quelle serait la structure polaire de l'entre-deux-guerres, par exemple? On avait affaire à des puissances moyennes ou grandes, totalitaires ou démocratiques, qui étaient en situation d'affrontement ou de compétition, avec des positionnements changeants. Le pacte germano-soviétique est là pour le prouver. Et donc, il n'y avait pas de structure polaire. Celle-ci est apparue en 1947, elle a disparu en 1989, avec la chute du mur, et surtout avec ce que j'appellerais le renoncement de l'Union soviétique de jouer la carte de la compétition avec le camp occidental et singulièrement la superpuissance américaine. Et donc depuis, nous devons nous habituer à considérer un système international dans lequel il n'y a pas de structure stable, préétablie, construite autour de forces d'attraction, c'est bien ça un pôle, que constitueraient des grandes ou des super grandes puissances. C'est-à-dire que nous sommes dans un système fragmenté, d'une part, mais aussi dans lequel les différentes unités constitutives disposent d'une marge d'autonomie et donc de fluctuation de leur politique étrangère qui fait que l'on ne peut a priori les rattacher à aucun pôle. Nous sommes donc dans un système international, c'est ça le caractère apolaire du système international, plus imprévisible, plus libre du point de vue du choix des stratégies et des politiques étrangères, et qui n'est à découper selon aucun pointillé a priori. C'est effectivement la grande question, et je dirais probablement l'une des causes les plus redoutables de blocage du système international à la diplomatie. Vous savez, l'oligarchie, c'est une vieille histoire. Et c'est une vieille histoire qui est dans les gènes diplomatiques de l'Europe. L'Europe a toujours été un continent fragmenté, compétitif, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Et cette compétition entre États de puissance équivalente a très vite fait naître la tentation des plus forts, des plus puissants. En l'occurrence, au XIXe siècle, c'était 5 États, l'Angleterre, la Russie, l'Empire austro-hongrois, enfin l'Empire d'Autriche, devenu l'Empire austro-hongrois, le Royaume de Prusse, qui va devenir l'Empire allemand, et la France. Et ces 5 États ont considéré très vite qu'il était important pour eux de se concerter de manière à bénéficier d'un minimum de stabilité continentale dont ils considéraient avoir besoin originellement pour assurer la stabilité de chacun des régimes des pays que j'énonçais tout à l'heure. Les États-Unis, de leur côté, étaient assez réticents. Lorsqu'est née la diplomatie de concert au XIXe siècle, les États-Unis, qui étaient invités, contrairement à d'autres, ne venaient pas ou ne venaient que rarement. On les a vus, par exemple, apparaître lors du congrès de Berlin sur l'Afrique en 1885, mais généralement, ils préféraient rester dans leur sphère, la sphère américaine, et laisser l'Europe dans sa sphère, celle du vieux continent. Donc c'est une idée européenne, c'est une institution européenne, c'est une obsession européenne, et c'est une obsession européenne dont on comprendra qu'elle sera d'autant plus forte que l'Europe se sentira en perte de vitesse. Avec les deux conflits mondiaux, et singulièrement le second conflit mondial, ce sont deux superpuissances qui vont apparaître, l'Union soviétique et les États-Unis, chacune à leur manière exclue de la concertation qui s'était pérennisée jusqu'à 1945. Ces deux superpuissances vont assurer leur condominium, c'est la fameuse bipolarité que nous connaissons. Les Européens qui ne veulent pas disparaître sous l'effet de cette bipolarité vont réclamer le maintien de cette diplomatie oligarchique. Maintenant que la guerre froide et la bipolarité
sont terminées, cette revendication est d'autant plus facile à satisfaire. C'est la France, en 1975, le président Giscard d'Estaing, avec la naissance de ce qui allait devenir le G8 et ce qui était à l'époque la rencontre informelle que la France avait organisée au coin du feu pour réunir les différents partenaires à l'époque uniquement occidentaux, qui va relancer le processus, et ce processus va perdurer dans la mesure où il y a trop de puissance moyenne aujourd'hui pour que la flamme de l'oligarchie n'ait pas intérêt à se maintenir. C'est l'un des défis. Il y a beaucoup de défis qui sont opposés à cette oligarchie internationale. Le premier défi, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est que la planète compte 193 États souverains membres des Nations Unies. Nous sommes dans une situation où le G8 exclut ainsi de fait 185 États, ce qui n'est pas négligeable et qui nuit gravement à l'instabilité internationale, pour une raison bien simple, c'est que la plupart des conflits qui ensanglantent la planète sont des conflits qui mettent aux prises ou qui ont lieu à l'intérieur d'États qui ne sont pas membres du G8. Donc toute la réalité conflictuelle du monde se trouve marginalisée par ce G8. Et puis il y a effectivement cette autre dimension qui est que le G8 c'est un club d'États, d'États riches, d'États puissants, mais c'est par définition une organisation qui exclut les acteurs sociaux, alors que nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans une situation internationale où l'essentiel des grands enjeux conflictuels est de nature sociale, et où donc les acteurs sociaux doivent être associés. D'ailleurs, il y a une pente dans l'histoire récente des relations internationales qui a permis à ces acteurs sociaux d'être de plus en plus présents. Les ONG sont de plus en plus présentes aux Nations Unies, et par ailleurs, nous savons que les forums sociaux se développent partout comme doublant les grandes conférences interétatiques. Avec le G8, rien de tout cela. Les acteurs sociaux restent à la porte, c'est tout juste si on se concerte légèrement et aimablement avec eux avant la réunion de celui-ci. C'est dire à quel point cette diplomatie de club est décalée par rapport aux réalités, j'allais dire internationales, mais je préfère dire intersociales mondiales.